J'aime la chasse, l'émission de défense de la chasse et de la ruralité. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Ce soir, j'ai le plaisir, comme à mon habitude, d'être accompagnée de Denis. Bonsoir Denis. Bonsoir Amélie, bonsoir Patrick, bonsoir Franck, bonsoir Odile. Tu présentes déjà nos invités, Denis. Eh oui. J'ai le plaisir également d'être accompagnée de Patrick. Bonsoir Patrick. Eh ben, bonsoir à tout le monde. Au sommaire de l'émission de ce soir, les actualités chasse. Nous reviendrons sur les nombreuses attaques de loups sur les troupeaux et sur une réunion de crise qui a eu lieu en Haute-Saône. Nous parlerons des mensonges des amis du loup par rapport aux mouflons. Nous passerons des extraits de l'interview du président de la Fédération de chasse de l'Hérault suite à l'interdiction de la chasse sur les terrains municipaux à Montpellier. Nous parlerons de la justice qui déboute un couple incommodé par les nuisances des chevaux. Nous verrons que le mouvement de la ruralité porte plainte à propos des éoliennes. Patrick nous dira ce qu'il a pu voir sur les réseaux cette semaine. Denis, quant à lui, nous dira ce qu'il a pu lire dans les médias cette semaine. Nous vous diffuserons également des images de l'interview de Pierre-Philippe Fry, porte-parole de la filière de la fourrure française, qui nous parlera de la manière dont il a été auditionné par une commission parlementaire. Le dossier de la semaine sera consacré ce soir à la ruralité et aux attaques qu'elle a subies, avec comme invité Franck Régnier, le fondateur de l'association Unis pour la ruralité, qui sera également accompagné d'Odile. Le dossier équipement sera consacré ce soir à la maison Vernet-Caron. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. C'est parti. Nous avons le plaisir ce soir d'être accompagnés tout au long de l'émission par Franck et Odile, que nous prendrons plaisir également à interroger sur nos sujets d'actualité. Denis, avant de démarrer cette actualité, tu voulais parler des conséquences du couvre-feu sur la chasse. Oui, grande interrogation, parce que le couvre-feu à 18h, ça influe sur bien des activités en France, mais aussi sur la chasse. Donc il y a bien entendu des gens qui sont un peu sacrifiés, ce sont malheureusement encore une fois les chasseurs de gibier d'eau, car plus de passer au canard, c'est l'heure de la passer et il faut être à la maison à ce moment-là. Pour les chasseurs gabions, huttes, tonnes, eh bien il faut y être avant 18h et non partir qu'à 6h du matin. Bien entendu. Par contre, il y a encore une incertitude, elle concerne la chasse du grand gibier, car souvent, bien entendu, on arrête à la nuit tombée, mais il y a des chiens à récupérer, de la venaison à découper, et des gens qui font parfois de la route pour aller à la chasse. Qu'en est-il? Alors, je sais que le président Schrhan a demandé une dérogation par écrit à la secrétaire d'État Bérengère Abba. Il n'a bien entendu toujours pas de réponse. Donc, pour le moment, nous sommes dans le flou. Certaines fédérations, je dirais, s'avancent un peu peut-être en disant que les mesures de dérogation liées à la régulation du grand gibier qu'on avait utilisées pendant le confinement pourraient s'appliquer. Je n'en suis pas vraiment certain, car il s'agit de couvre-feu et plus de confinement. Donc bon, il est urgent. Tenter notre chance. 135 €, c'est dommage. Et donc je pense qu'il est urgent d'attendre en la matière et qu'il vaut mieux être rentré chez soi. Je suis pas sûr que les gendarmes seront informés voilà. des règles non plus. Hein. Voilà. Donc il faut parlementer. Bon. Denis, tu voulais démarrer ces actualités avec une réunion de crise qui s'est tenue en Haute-Saône. Oui, voilà, un sujet qui est éminemment lié à la ruralité et qui concerne bien entendu Odile et Franck, et c'est d'ailleurs même une des raisons de la création de Iloudev d'abord et Unis pour la ruralité ensuite, ce sont les problèmes liés au loup. La Haute-Saône n'était pas soumise aux attaques et aux prédations jusqu'à il y a peu. C'était principalement les départements de l'arc alpin, comme on dit. Mais maintenant, ça déborde. On a même des attaques dans les Deux-Sèvres, on a des attaques et vu des loups en Seine-Maritime. Ils colonisent petit à petit toute la France. La Haute-Saône est particulièrement touchée en ce moment, puisque en 2 ou 3 mois, ce sont plus d'une 50aine de brebis et de moutons qui ont été tués
par ce qui semble être le loup. Alors sur Fougerolles, là, les résultats sont officiellement tombés. C'est bien un loup. Récemment, il y a 3 jours, je crois, 3-4 jours, dans un autre secteur de la Haute-Saône, un agriculteur s'est vu tuer 19 brebis, 6 ou 7 autres blessés. Les résultats ne sont pas tombés, mais pour les agriculteurs, ça ne fait aucun doute, c'est le loup. Devant le ras-le-bol, le mécontentement des agriculteurs, la préfecture a enfin décidé d'organiser une réunion. Le problème, c'est que cette réunion, pour traiter d'un sujet aussi important, n'a duré qu'1 heure. Oui. C'est vous montrer la considération que la préfecture accorde à nos éleveurs, qui sont doublement touchés, je dirais, d'abord économiquement, parce que c'est le fruit de leur travail qui est attaqué par cet animal, et puis psychologiquement, parce qu'ils savent très bien que le loup n'est pas revenu naturellement, et qu'ils sont les victimes collatérales d'un jeu dangereux, auquel jouent certains adeptes du réensauvagement, bien appuyés en cela à une époque par certaines autorités politiques. Il suffit d'interroger quelqu'un qui est très compétent dans le domaine du loup, Bruno Lecomte, ou quelqu'un que nous avons eu dans une émission qui a même fait la première de nos émissions au printemps dernier, Renaud Desgrès-du-Loup, qui a fait un excellent dossier sur le loup dans Chasse internationale, que nous avons le plaisir de citer, pour savoir que, bien entendu, ce retour n'est pas naturel. Donc vraiment, là, on a affaire à des éleveurs qui n'en peuvent plus. D'autant plus qu'on leur dit « mais nous allons débloquer des fonds pour vous aider à mettre en place des mesures de protection ». Alors nous, contribuables, nous sommes ravis de savoir que nos impôts servent à assurer les fantasmes des adeptes du réensauvagement. Et on dit en plus aux agriculteurs « mais surveillez mieux vos bêtes ». Alors, c'est quand même assez scandaleux d'entendre cela. Donc voilà, réunion de crise à la préfecture de Haute-Saône, de laquelle les éleveurs sont sortis, je crois, très mécontents. Bon. On reste toujours dans le sujet du loup. Tu voulais nous parler des mensonges des amis du loup. Oui, alors là, ça concerne le Cantal. Il y a une semaine maintenant, la préfecture du Cantal, sur proposition de la DDT, a diffusé un arrêté préfectoral suspendant la chasse du mouflon. Pourquoi ? Et on voit à l'écran l'arrêté et on voit la phrase qui est importante dans cet arrêté, c'est « Considérant que la population de mouflons est en forte diminution dans le département du Cantal du fait de la prédation, du fait de la prédation ». Ce ne sont ni les fourmis ni les abeilles qui prédatent le mouflon, ce sont bien entendu les loups. C'est quand même dommage. Il faut savoir que la situation que connaît le Cantal en ce moment est connue dans les départements alpins ou provençaux depuis longtemps, dans le massif du Vercors, où vit Franck, dans le massif du Ventoux, où je vais souvent chasser, il n'y a pratiquement plus un mouflon, à tel point qu'on n'a plus du tout d'attribution de bracelets. C'est le mouflon qui paye le plus grand tribut à la présence du loup, enfin, alors, en premier. Dans les animaux sauvages, oui, c'est le mouflon. Oui, je parle tout à fait. Des animaux sauvages. Voilà, donc oui, le loup... au dire de certains, est un atout pour la biodiversité. Il permet de faire revivre les rivières. Vous savez, le grand cinéma qu'on nous a fait à propos de Yellowstone, en fait, le loup est un fléau pour la biodiversité, à bien des titres. Et il n'y a qu'une seule mesure de protection qui vaille. Ce ne sont ni les clôtures, ni les tirs d'effarouchement. C'est le tir létal sur les animaux dès qu'ils approchent des troupeaux. Voilà. Je crois que c'est un sujet qui concerne vraiment Unis pour la ruralité et Franck en particulier. Franck, je crois que tu voulais réagir à ça. Oui, le problème du loup, il est complexe parce que les associations, enfin les écologistes radicaux jouent sur l'émotion. Ils veulent faire croire aux habitants de ce pays que le loup est un animal sympa, gentil, on lui donne des prénoms, on lui prête la parole. Ce qu'il faut se rendre compte quand même, c'est qu'on est dans un pays où la densité de population est de 125 habitants, je crois, au kilomètre carré. Ils prennent des comparaisons avec le Yellowstone ou surtout avec le Canada, le nord du Canada ou la Russie, la Sibérie en général. On est sur des concentrations de population de l'ordre de 10-15 habitants au kilomètre carré et ça change tout. Et pour ceux qui nous écoutent, qui seraient peut-être pas qui ne seraient pas penchés sur la question, la croissance du loup est estimée à peu près à 20-25%.
Les éleveurs aujourd'hui qui sont les premiers impactés ne militent pas pour une éradication du loup, une élimination du loup. Ils militent ou ils souhaitent, et l'ensemble des ruraux sont concernés par la question, disent la même chose, c'est que c'est une régulation qui doit être revue, des comptages qui doivent être réeffectués pour établir une régulation au seuil de la croissance. Le loup n'est pas une espèce en voie de disparition, au contraire, elle est en extension. Non, mais ils sont en train de fantasmer et leurs études sont basées sur des grandes forêts primaires, alors que nous sommes en Europe occidentale dans un milieu qui est extrêmement tropisé et donc qui n'est plus adapté, c'est évident. C'est plus adapté au loup. Hein. On n'a pas une surface suffisamment grande, sauvage, à offrir au loup. Tout à fait. Et c'est pas la chasse qu'il faut enlever, c'est pas l'élevage. Je suis désolé, ce sont les habitants. De toute manière, ça fait aussi partie peut-être d'un certain programme, évacuer les habitants de certaines zones pour en faire des grands parcs nationaux. De toute manière, c'est un sujet, à mon avis, sur lequel on va revenir pendant le dossier, hein, puisqu'il est un peu à l'origine de la création de Unis pour la ruralité et de ILUDEV. Et j'aimerais qu'on embraye sur le reste de l'actualité, non? Oui, tu as eu plaisir, Denis, à interviewer cette semaine le président de la Fédération de chasse de l'Hérault, hein, pour faire suite à l'actualité dont on parlait la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, on va d'abord replacer un peu dans le contexte que pour certains qui ne seraient pas au courant dans le monde de la chasse, la nouvelle équipe municipale de Montpellier a décidé assez rapidement, sous l'impulsion d'un élu municipal du parti animaliste, d'interdire la chasse sur 2 petits terrains municipaux qui font 14 hectares seulement, de terrains municipaux de Montpellier. Bien entendu, ça a été annoncé par toute l'écolosphère comme une grande victoire. Mais le président de la Fédération de chasse de l'Hérault n'était même pas au courant. Ils n'ont même pas pris le temps, ils n'ont même pas eu la politesse de le prévenir avant. Sa réponse qu'il a fait passer par communiqué de presse et qu'il a envoyé ensuite aux maires des 31 communes de la métropole de Montpellier est extrêmement claire, nette, précise. En gros, vous ne voulez plus de nous à Montpellier, nous ne vous aiderons plus, parce qu'il faut savoir que la Fédération de chasse finance, c'est-à-dire avec l'argent des chasseurs, des opérations de captation, de piégeage de sangliers en zone urbaine et périurbaine. Voilà, donc il a dit, puisque c'est comme ça, c'est terminé. Il faut savoir quand même aussi que le représentant du parti animaliste qui est arrivé sur les listes municipales et comme adjoint municipal aujourd'hui, évidemment, s'est réjoui de l'arrêté municipal qui a été pris sous son influence, mais qu'il est allé jusqu'à mentir, mais de manière éhontée, pour appuyer cette interdiction. Il a prétendu qu'il connaissait une personne dont l'appartement avait été traversé par une balle de chasseur. Alors c'est dans le quartier de la Paillade. Pour ceux qui connaissent Montpellier, le quartier de la Paillade, c'est un quartier extrêmement urbanisé, de grandes barres d'immeubles, plutôt d'habitat populaire. Il y a le stade de Montpellier. Voilà, et il s'agissait en fait d'un règlement de compte entre truands à la Kalachnikov. L'affaire avait d'ailleurs fait grand bruit, mais voilà jusqu'où vont nos adversaires, nos opposants. Ce n'était bien entendu pas des chasseurs, il n'y a pas de chasse à la Paillade. On va écouter quelques extraits de l'interview de Jean-Pierre Gaillard, le président de la Fédération de chasse de l'Hérault, interview qu'il est possible de voir en intégralité sur notre chaîne YouTube J'aime la chasse TV. Dans un premier temps, le premier extrait qu'on va écouter, c'est un petit rappel du contexte. Quels sont les terrains concernés? Je l'ai dit, ça concerne 14 hectares sur lesquels on ne chasse que 2 jours par an. Nous écoutons le président Gaillard. Mais écoutez, je suis très heureux de vous expliquer un petit peu pour que les gens comprennent bien ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, effectivement, on a subi une attaque, mais instantanée, improvisée pour moi. Et donc j'ai été obligé de me retrouver devant un fait accompli de la part d'un animaliste, Ezzedine Aristegui, qui aujourd'hui a donc fait tout un travail avec notamment l'ASPAS, qui était donc leur conseiller juridique et qui m'a donc attaqué avec un décret qui a été présenté au préfet et qui a été signé par le préfet pour interdire la chasse sur 14 hectares
d'une chasse privée qui sont situés dans Montpellier, à la périphérie de Montpellier, et qui sont inclus dans cette chasse privée dans un lot de 130 hectares. Voilà, avec un président qui s'appelle M. Brosse, et qui, lui, par contre, a été prévenu par Ezzedine Aristegui, comme quoi on allait lui arrêter la chasse, et qui a été interrogé, et bien sûr, dont ses propos, après, ont été déformés, si vous voulez, par cette personne. Alors, quand on sait aujourd'hui que l'attaque est venue sur 14 hectares, qui sont situés dans une chasse privée qui en compte 130, et que sur ces 14 hectares, le président chasse 2 jours par an. Ça veut dire qu'il y avait 363 jours où, comme Ezzedine Aristegui lui a dit, il pouvait faire des safaris photos. Donc, il pouvait y avoir une négociation, entre guillemets, au lieu de se retrouver dans un dogmatisme pur et dur là-dessus. Mais non, c'est comme ça. Le deuxième extrait que nous entendons concerne la solution proposée par la municipalité. Mais pour résoudre les problèmes causés par les sangliers sur ces terrains, nous enverrons des employés municipaux. Les habitants de Montpellier seront ravis de savoir que leurs impôts locaux vont servir à faire quelque chose, et probablement très mal faire, ce qui était fait gratuitement par les chasseurs auparavant. Écoutons-le. La réponse, c'est on enverra les employés municipaux. Entendez, il y a des moments où je me demande si je ne rêve pas. Envoyer des employés municipaux aujourd'hui, alors qu'il y a un garde-chasse qui est à plein temps là-bas et qui permet effectivement de régler tous les problèmes qu'il peut y avoir, et avec une chasse à 2 jours par an, je pense que franchement, si on avait été consulté, on pouvait faire beaucoup mieux, quoi. Je n'ai pas résisté à vous passer ce très très bref extrait qui montre bien la verve des gens du Sud dont je suis quand M. Gaillard, le président Gaillard, compare le Ezzedine Aristegui, puisque c'est de lui dont il s'agit. Voilà, écoutons-le, c'est très sympa. Il lui a donné les clés du camion, mais le problème, c'est qu'il n'a pas le permis, quoi. Voilà, il faut aussi, le président Gaillard nous a aussi dit que les 30 autres maires de la métropole n'avaient absolument pas l'intention de faire pareil, et qu'il entretenait de très très bonnes relations avec ces autres maires, mais que depuis la décision municipale, il subissait de très très grosses pressions de l'ASPAS, qui est en fait à l'origine de cette mesure, dont le service juridique est à l'origine de cette mesure. On en avait parlé la semaine dernière, voilà. Qui est derrière donc, le fameux édit. Et là, on écoute ce qu'en dit le président Gaillard. De l'autre côté, il y a des pressions pour que les maires de la métropole, les maires qui sont dans la métropole, dans les 30 communes, fassent pareil. Donc, vous êtes en train de me dire que les maires... Et l'ASPAS... Oui, l'ASPAS a été très clair. Les présidents subissent des pressions actuellement, c'est ça. Voilà. Alors, l'ASPAS dit aux maires qui sont dans la métropole, faites comme Montpellier. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Et enfin, pour terminer ces extraits d'interview, le président de la Fédération des chasseurs de l'Hérault nous cite les 2 arguments avancés qui sont, dans un premier temps, le fait que le gypaète barbu, qui niche énormément au-dessus de la ville de Montpellier, bien entendu, serait atteint de saturnisme à cause des plombs des chasseurs. Et puis l'affaire, bien entendu, de la fameuse balle tirée par les chasseurs en plein cœur de la paillade. Écoutons le président. Écoutez, il a fait rire tout le monde avec son gypaète barbu qui souffrait de saturnisme. Et puis, bien sûr, la balle qui est rentrée à la paillade, comme si les chasseurs chassaient au centre de Montpellier, quoi. Je veux dire, c'est... Bon, j'ai rien à dire, quoi. J'ai rien à dire. C'est pitoyable. Donc, au bout d'un moment, aller dire que les chasseurs ont envoyé une balle alors que c'est une balle de Kalachnikov, au bout d'un moment, et pour d'autres problèmes que je ne vais pas citer ici. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Denis, juste pour préciser, pour ceux qui ne nous avaient pas suivis la semaine dernière, il est évident qu'il n'y a pas de gypaète sur la commune de Montpellier. Et évidemment qu'il n'y a aucun gypaète barbu au-dessus de la commune de Montpellier. C'est un oiseau qui n'aime pas les villes, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, on est vraiment dans la mise en œuvre de tout un programme
animaliste grâce à l'infiltration d'un seul élu au sein d'une équipe municipale. Alors j'aimerais demander à M. Delafosse comment il a fait pour le maire de Montpellier, donc pour oser intégrer un tel individu à son équipe. Il faut savoir que depuis d'ailleurs, maintenant à peu près un mois, Montpellier devient le laboratoire de ces animalistes antispécistes extrémistes, puisque pratiquement toutes les semaines, tous les samedis, sur la place de la Comédie, la grande place de Montpellier, il y a un petit sitting de L214, nos amis financés de l'étranger, qui veulent la fin de l'élevage, la fin de la viande, et ainsi de suite. Voilà. Donc laboratoire devient le laboratoire, c'est Montpellier actuellement pour ces théories-là. Voilà. Bon. Nous allons parler maintenant d'un couple qui est allé jusque devant le Conseil d'État pour défendre le fait qu'ils étaient incommodés par les nuisances des chevaux. Oui, alors bon, là encore du grand n'importe quoi. On est en Eure-et-Loire, à Coltainville. Alors je vous invite à regarder une carte, et là on en voit une que j'ai prise tout simplement sur Google Maps de Coltainville. J'ai un peu élargi, et que voit-on ? On voit du vert et encore du vert. Oui, on est à la campagne, il faut quand même se réveiller. Et donc là on a un couple, probablement de néo-ruraux, qui se disent vraiment gênés, incommodés par les nuisances olfactives et sonores d'une dizaine de chevaux qui sont en pension dans des prés voisins, et que ça mettrait leurs enfants en danger. Donc bien entendu, plainte, non recevable, deuxième juridiction, deuxième étage de juridiction, non recevable encore, ils sont allés jusqu'au Conseil d'État. Nos juridictions ont quand même bien mieux à faire et des choses bien plus importantes. Voilà, ils ont été heureusement déboutés, et j'aimerais dire que bon voilà, si les néo-ruraux sont gênés d'être à la campagne, bien qu'ils redeviennent des citadins et qu'ils nous fichent la paix. Voilà. Les choses sont dites, voilà. Denis. Nous voulions parler également du mouvement de la ruralité qui porte plainte contre 4 ministres à propos des éoliennes. Oui, alors le sujet précédent, comme celui-là, intéresse bien entendu Unis pour la ruralité. Ce sont des sujets qui touchent à la conception même de ce qu'est la ruralité et des attaques qu'elle subit. Là, Aidé Pujalon et le mouvement de la ruralité se sont depuis longtemps intéressés au problème des éoliennes qu'on nous déploie dans le pays pour essayer de compenser la fermeture dogmatique d'une centrale nucléaire pour le moment, Fessenheim. Mais je viens de lire aussi dans la presse hier que les élus de la métropole, les élus écologistes de la métropole lyonnaise souhaitaient la fermeture de la centrale du Bugey. Préparons-nous à des coupures d'électricité fréquentes, puisque bien entendu... Pendant notre émission, tu veux dire alors surtout pas pendant notre émission, pas, hein. mais voilà, on n'arrête pas et on ne remplacera jamais du pilotable à très très bas un niveau de carbone comme le nucléaire par de l'intermittent, ô combien intermittent, c'est-à-dire l'éolien. Et donc le problème c'est qu'il y a cette intermittence de fourniture, mais il y a aussi les nuisances que ça génère. Des nuisances environnementales, des nuisances sanitaires. Alors je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas technicien, mais il y a de plus en plus d'éleveurs dont les animaux meurent quand ils sont au pied ou à proximité immédiate des éoliennes. Donc le mouvement de la ruralité a adressé de nombreux courriers au ministère concerné, n'a jamais reçu aucune réponse. C'est très opaque, hein, on en avait parlé lors d'une émission. On avait reçu Fabien Bouglet, qui a écrit un livre édifiant à ce propos, et donc, lassés de ne recevoir aucune réponse, ils ont décidé de porter plainte devant la Cour de justice de la République, puisqu'il s'agit de ministres en exercice. Donc il y a le Premier ministre, Jean Castex, il y a Olivier Véran, le ministre de la Santé, et les 2 ministres de la transition écologique successive, Elisabeth Borne et l'actuelle Barbara Pompili. Bon, cette plainte, bien entendu, n'a qu'un objectif, c'est faire en sorte que le sujet soit soulevé, puisque il semble qu'il y ait des conséquences à la fois environnementales, elles sont évidentes, le nombre de rapaces
protégées, espèces protégées qu'on retrouve morts au pied des éoliennes, c'est une chose. Les éoliennes qu'on va installer sur des couloirs de migration ou dans des sites Natura 2000, comme l'estuaire de la Gironde, il y a une personne qui se bat bec et ongle contre l'installation de ces éoliennes dans l'estuaire de la Gironde, c'est Jeanne Lepic. Elle est extrêmement présente sur Twitter avec des arguments frappants et une très bonne politique de communication, je dois le dire. Mais voilà, c'est un scandale à la fois énergétique, financier et écologique, et peut-être sanitaire. Parce qu'il y a quelques mètres cubes de béton qui sont coulés par éolienne, ne serait-ce que ça. Oui. Bon, on est à 15 000 mètres cubes de béton, 5 000 tonnes de béton, pardon, par socle d'éolienne. Patrick, c'est ta chronique maintenant, en direct des réseaux. Qu'est-ce que tu as pu lire sur les réseaux cette semaine ? Eh ben, Denis en a parlé, je voulais rebondir dessus, c'est une petite publication. Il y a Karima Delli, qui est députée européenne, Europe Écologie Les Verts, me semble-t-il, qui est allée à Chantilly pour rendre hommage au cerf inconnu. Alors c'est en liaison avec le cerf qui est fini en ville suite à une chasse à courre. Enfin, le cerf est ni mort, et puis c'est un animal. Elle fait référence au cerf inconnu, le soldat inconnu. Nos grands-parents qui sont morts à la guerre, j'ai trouvé ça un peu abusé. Mais vous pouvez aller voir. C'est carrément abject. Ouais, je pense que ça va choquer pas mal de gens. Bon, vous pouvez aller voir, on en a parlé sur notre page Facebook J'aime la chasse cette semaine. Toujours dans la vénerie, Thomas Drache qui nous a partagé des photos sur lesquelles on voit un véhicule de la ville de Montreuil qui a participé aux manifestations habituelles anti-chasse à courre. Et donc, ce harcèlement que vivent en permanence les équipages de chasse à courre, a priori, un véhicule de la ville de Montreuil. Donc, on les a sollicités, on a sollicité la ville pour savoir ce qu'il en est, pas de réponse. Une enquête est en cours. Ok. Il faut au moins Sherlock Holmes et Maigret pour arriver à savoir qui a pris ce véhicule le samedi dernier. Il y a beaucoup de véhicules. Enfin bref, si on en sait plus, on vous tient informé. Aussi, il y a eu beaucoup de réactions suite à un reportage de France 2 qui parlait de l'Aspas de façon assez très positive. Ils étaient très pro-Aspas. Ils parlaient aussi du groupe commercial qui les soutient, comme le dit Cyril dans le tweet que vous voyez actuellement. Ils parlent du refuge que l'Aspas a créé. Par contre, ils ont oublié complètement de parler qu'il a été attaqué, je crois, par la préfecture, ce fameux refuge, parce qu'il est pour maltraitance. Oui, là, c'est dans les eaux territoriales de Franck et Odile, c'est dans le Vercors, c'est le domaine de Valfanjous, qui était un ancien domaine de chasse clôturé. Les clôtures sont en très mauvais état, et la préfecture a émis une injonction à l'Aspas, qui est maintenant propriétaire du domaine, de réparer ses clôtures parce qu'il y a des espèces exotiques à l'intérieur du domaine. Franck, vous vouliez intervenir ? Oui, c'est par rapport au domaine de Valfanjous. Juste un mot pour brosser un peu le ridicule de l'association. Il y a des sangliers là-bas. Des sangliers, il y en a pas mal, plusieurs centaines. Et alors l'Aspas a comme idée, par son porte-parole, je crois que son prénom c'est Marc, je crois, son prénom de famille c'est Giraud, plusieurs interviews en disant qu'il souhaitait stériliser les sangliers. Alors imaginez 80 ou 100 sangliers à stériliser, c'est très compliqué. D'abord parce que c'est une intervention chirurgicale, il faut faire ça en milieu aseptisé. Il faut déjà endormir la bête, après il faut la mettre sous assistance anesthésiste, sinon l'animal peut se réveiller pendant l'intervention. Et puis après, il faut le numéroter, parce qu'il va se rebarrer. Vous imaginez la chose, c'est quasiment impossible. Eh ben Franck, vous me coupez l'herbe sous le pied, parce que la suite, j'allais y venir, un tweet de Franck Allais, chaque semaine on a un petit tweet de Franck Allais, qui cite justement, alors pas avec le refuge, mais c'est une lubie des pseudo-écologistes de stériliser les animaux, j'allais en parler juste là. Et donc pour gérer la régulation, parce qu'on leur pose des vrais problèmes en disant il y a quand même besoin de réguler, eux ils utilisent la stérilisation. C'est leur grand argument, ça pose quand même question. Écologie, stérilisation, je sais pas si mais on n'est plus dans l'amour des animaux, on est dans la haine du chasseur, mais dans la haine de l'homme, carrément. Jean-Pierre Digard a écrit un livre, L'animalisme est-il un anti-humanisme ? Je crois que le point d'interrogation est à enlever. Ce sont des anti-humanistes. Ils n'aiment ni l'homme, ni la nature, car la nature en elle-même leur donne tort. Et oui, le lion mange la gazelle.
gazelle, et oui, la fourmi attaque ceci ou cela. Enfin voilà, le chat tue des oiseaux. On se rappelle qu'il fallait rééduquer le lion pour qu'il ne chasse plus les gazelles. Hein. Le fondateur des cahiers antispécistes qui voulait rééduquer les lions pour essayer qu'ils arrêtent de manger des gazelles. Odile, vous vouliez intervenir? Ouais, je voulais juste revenir sur la stérilisation des animaux sauvages parce qu'on a parlé donc de chirurgie. Moi, ce que j'ai lu aussi, c'est l'utilisation d'hormones. Oui. Et je voudrais juste quand même alerter la population. Imaginez ce qui va se passer si on déverse des hormones de manière inconsidérée comme ça dans la nature. Imaginez cette pollution et les impacts sur l'être humain et notamment les problèmes de fertilité. Bonne remarque, c'est évident. Des apprentis sorciers qui aiment la nature mais qui aiment la détourner aussi. Enfin bon. Non mais ils veulent transformer et l'homme et la nature. Ça fait frémir. Il mériterait d'avoir un peu de cohérence. Bon, je continue. J'ai vu sur Facebook la tonne de Monsieur Ortiz, qui est chasseur dans le sud-ouest, et la tonne a été saccagée, incendiée. Puis, ils ont libéré les oiseaux. Ah oui, incendie complet, les parages, libération des oiseaux qui ont... Voilà, ils en ont tué même un ou deux, je crois, en ouvrant les cages. Le grain a été répandu. Ce genre d'actes, malheureusement, nous les connaissons maintenant. Ils sont très réguliers. Il y a deux aspects à ça. Il y a l'impunité dont jouissent ces criminels, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et là, j'aimerais interpeller et le ministre de l'Intérieur et le garde de Sceaux. Ça tombe bien, les chasseurs. Dites-moi... Il parle moins de chasse, je trouve, dernièrement. Mais... Voilà, monsieur le garde des Sceaux, qu'en est-il en matière de répression pénale de ces actes-là? Pour le moment, il n'y a rien. Ce qui me fait aussi réagir, ce sont les commentaires qu'on peut voir sous la publication Facebook de ce pauvre chasseur de Blanquefort. 90%, 95% des messages sont des messages de soutien, de compassion et d'amitié, mais il y en a 5% qui font froid dans le dos, on les voit à l'écran, là. En gros, on nous souhaite à tous, on souhaite à tous les chasseurs de crever. Et c'est un déversement de haine incroyable. Ces gens-là sont effrayants. On a une petite minorité d'agitateurs, quelques personnalités, et une grosse majorité d'esprits faibles, qui sont manipulés, instrumentalisés et qui suivent bêtement jusqu'à commettre des actes délictueux ou criminels. Parce que l'incendie en France, c'est criminel. J'aimerais leur dire de réfléchir. Et ils ont la chance que les chasseurs soient des gens calmes, posés, réfléchis et de bons citoyens. Voilà, ils ont vraiment beaucoup de chance. Bon, pour finir, une vidéo qui nous vient d'Italie, et on va finir sur un trait d'humour. On regarde une chasseresse qui n'a peur de rien. Un lampo che ti vale, calma, vieni, marche cefalato, là. Denis, place à ta chronique, les brèves du chasseur. Oui, alors, une autre belle histoire. Il y a 5-6 jours, partie de chasse dans le lieu dit Saint-Quentin. C'est près de Cazès-Mondenard. Un chasseur est posté, un sanglier probablement blessé le charge, le blesse vraiment fortement, puisque une grosse déchirure au mollet, plus de 40 cm, les tendons d'Achille coupés. Il se voyait passer de vie à trépas sans la présence de son chien. Qui est arrivé, il lui a carrément sauvé la vie. Montaigne disait que l'amitié du chien est sans conteste, plus vive et plus constante que celle de l'homme. On en a encore un bel exemple avec cette belle histoire d'amitié entre le chasseur et son chien. J'ai trouvé ça... Il a fait fuir l'animal. Il a fait fuir l'animal, tout à fait. Voilà. La deuxième chose dont je voulais parler, on parlait de palombière et d'une palombière très spéciale la semaine dernière, la palombière de la grand-mère, de la fille et de la petite-fille. J'ai vu dans un article d'un journal des Hautes-Pyrénées que cette année avait été une année record, avec dans les dortoirs, comme on dit là-bas, avec certains endroits, plus de 260 000 palombes comptabilisées, et 400 000 dans d'autres. C'est une année record pour la palombe. Malheureusement, les paloumailles n'ont pas pu beaucoup en profiter à cause du confinement.
Troisième petite chose, aussi une bonne nouvelle que j'ai vue dans 20 minutes. 20 minutes nous parle d'un sujet qui a trait à la biodiversité. Et pour une fois, il ne relaie pas la propagande alarmiste, la fin du monde annoncée par certains groupes comme Extinction Rebellion. Il nous parle d'une bonne nouvelle, c'est le retour des castors dans les rivières françaises. Alors bon, 20 minutes le découvre, ça fait déjà pas mal d'années que le castor est de retour. Il avait pratiquement disparu. Du fait de la pollution des rivières, du fait d'une... Alors, il était chassé pour le castoreum, qui est une substance odorante utilisée en parfumerie. Alors évidemment, 20 minutes n'a pas pu s'empêcher de dire que c'était de la faute des chasseurs. Bon, les chasseurs ne sont pas des auxiliaires de la parfumerie, voilà. Donc, mais néanmoins, c'est une bonne nouvelle, car c'est vrai, le castor repeuple nos rivières et c'est un animal fort sympathique à voir. Il y en a dans la rivière d'Ain à quelques dizaines de mètres de d'ici. l'endroit où on enregistre notre émission. Je te montrerai, Denis. Voilà. Donc c'est assez sympa. Et puis ce que ça révèle aussi, c'est que la propagande de certaines associations, groupuscules comme Extinction Rebellion que j'ai cité, qui nous annoncent la fin du monde, sont démenties par la réalité. Il y a bien des espèces qui se portent bien mieux aujourd'hui qu'elles ne se portaient il y a 50 ou 80 ans. Et quand on demande par exemple à ces gens-là quelles sont les espèces qui ont été mises en danger ou qui ont disparu ces 80 ou 100 dernières années par les chasseurs, on obtient en général cette réponse-là que j'aime beaucoup. Voilà. Et enfin, voilà, je crois que c'était mon petit tour de la presse et des bonnes nouvelles cette fois-ci. Bon. Avant de démarrer le dossier de la semaine, Denis, tu voulais revenir en image sur l'interview que tu as réalisée avec Pierre-Philippe Fry. Oui, Pierre-Philippe Fry, que nous avions déjà interviewé une fois au printemps dernier, c'est le porte-parole de la filière de la fourrure française. Alors vous allez me dire, fourrure, chasse, ruralité, ça n'a pas grand-chose à voir. D'abord, il n'est pas désagréable de chasser avec une belle toque, une belle chapka de renard, mais... Ou de castor. Ou de castor. Pourquoi interviewer Pierre-Philippe Fry ? Parce qu'il a été auditionné récemment par une commission parlementaire qui traite de l'interdiction de l'élevage des animaux à fourrure en France. Et ce sont les mêmes qui veulent s'attaquer aussi à l'élevage et à la chasse. Donc nous avons les mêmes ennemis. Et Pierre-Philippe Fry l'a bien compris, et nous aussi, puisque nous essayons de faire front commun avec ces filières-là et bien d'autres. On va écouter plusieurs extraits de l'interview. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a été face à une véritable inquisition, un véritable tribunal révolutionnaire, mené par le député des Alpes-Maritimes, Loïc Dombreval. D'ailleurs, j'aimerais dire un mot aux électeurs de la 6e circonscription des Alpes-Maritimes, qui est une circonscription rurale, avec pas mal d'éleveurs et sans doute pas mal de chasseurs, en leur disant ne refaites pas la même bêtise, ne nous renvoyez pas M. Dombreval à l'Assemblée nationale en 2022, s'il vous plaît. Donc on va écouter quelques extraits. Dans un premier temps, il nous parle des méthodes utilisées, sachant que One Voice faisait partie des personnes auditionnées aussi. Le débat en commission a lieu demain seulement, et j'ai été auditionné, entre guillemets, vendredi seulement par les 3 députés rapporteurs, dont M. Loïc Dombreval, Dimitri Houbron et Laetitia Romero-Diaz, qui se partagent, je dirais, le beefsteak. Cette audition était à huis clos. Ils ont formellement interdit de l'enregistrer et de la diffuser, alors que les services de l'Assemblée l'enregistrent, des fins d'archivage, donc cette vidéo existe. Et cette audition, je dirais, s'est déroulée dans un climat de tribunal révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas demandé quels étaient mes arguments, on m'a demandé tout d'abord de débattre sur les conséquences de l'interdiction et sur les modalités de l'interdiction. Donc, de quelle manière voulez-vous mourir, tout simplement. Lorsque j'ai demandé à mon tour, mais pourquoi voulez-vous interdire? Quels sont vos arguments? Il m'a été répondu par la rapporteure, je cite textuellement, c'est vous qui êtes auditionné, c'est à vous de nous dire pourquoi vous êtes contre l'interdiction. Fin de la citation. Donc on est dans une procédure, je dirais, qui n'est même pas inquisitoriale, qui est totalement malhonnête. J'ai en revanche pu imposer, je dirais, les termes d'un débat technique et scientifique, puisque l'association One Voice, bien sûr, qui est reconnue d'intérêt général, était présente.
et a pu, je dirais, dérouler toute sa litanie de contre-vérités et de mensonges, ce à quoi j'ai répondu point par point, et par des éléments scientifiques, des preuves, mais des choses que je n'ai pas inventées, puisque c'est déjà des documents et des réponses qui ont été envoyés au ministère de l'écologie depuis 2 ans. C'est-à-dire que personne ne fait le boulot d'étude en profondeur des sujets. Ce n'est que de la posture. Et puis je dois dire aussi que j'ai eu le sentiment, et c'est quelque chose, je pense, tout à fait légitime et qui a été manifeste, d'avoir été totalement insulté et méprisé par ces députés, notamment M. Dombreval, qui quand même a terminé l'audition en disant « Il est midi 34, le temps presse, envoyez-nous une note, on la lira ». Il est censé quand même participer au groupe de travail au ministère depuis 2 ans. Il n'est jamais venu à aucune réunion technique, donc il n'a jamais pris connaissance des dossiers. En fait, je pense qu'il s'en fiche. Dans ce deuxième extrait, il nous montre qui est aux manettes. Donc il nous donne les noms des 3 députés, et dont celui de Loïc Dombreval, dont je viens de parler. Ce qui est dommage, c'est que M. Dombreval, qui a été vétérinaire, qui a une formation de vétérinaire, se présente comme vétérinaire de formation, mais n'en a pas les réflexes en tant qu'élu. C'est-à-dire qu'on aurait aimé, de quelqu'un qui est aussi engagé contre la fourrure, qu'il se déplace dans un élevage de visons, par exemple, pour voir lui-même comment ça se passe. On aurait aimé qu'il me demande les rapports vétérinaires, les études scientifiques, la recherche, tout l'état de l'art qui permettait d'établir, je dirais, le cadre réglementaire et scientifique autour de cette activité qui est parfaitement légale et encadrée et surveillée, puisqu'on a des rapports vétérinaires au moins 2 fois par an. Donc on ne sent pas, je dirais, la patte, si je puis dire, scientifique et vétérinaire dans ce travail. C'est ce qui est vraiment dommageable, parce que souvent, même durant l'audition, j'ai essayé de lancer des perches, d'offrir un débat très technique et très serein et cordial avec M. Dombreval sur certains sujets. Quand on m'interrogeait par exemple sur certaines caractéristiques d'élevage ou sur certaines méthodes d'évaluation de la santé animale, j'essayais de lui renvoyer le sujet pour qu'il me confirme ou qu'il m'infirme et qu'on puisse échanger là-dessus de manière tout à fait précise. Non, ce n'était pas du tout l'objectif visiblement de M. Dombreval, qui s'est contenté d'une charge contre moi à la fin en reprenant les fausses informations. Je tiens à le dire encore aujourd'hui devant votre communauté, les fausses informations qui ont été relayées dans la presse et qui viennent d'un site reporter, un site d'ultra-gauche radical et anti-fourrure, sur les élevages de visons et la Covid, comme quoi les visons seraient à l'origine de la Covid-19, et tout serait venu de là. Et qu'en Italie, ce n'est pas du tout, je dirais, l'importante concentration de population touristique et étrangère dans le monde des affaires, à un moment donné, qui aurait été la cause de cette dissémination, mais des élevages de visons dans le nord d'Italie. C'est la première fois qu'on entend un truc pareil, toute la presse l'a repris, et surtout, Dombreval, bien sûr, s'en donne un cœur joie. Je donne à titre de comparaison pour ceux qui vont regarder cette vidéo, il y a des centaines d'élevages de visons en Finlande, il y a 0 cas de Covid-19 dans ces élevages. Il nous donne ensuite, dans ce 3e extrait, il nous parle de l'exemple du Danemark, qui, sous la pression des animalistes antispécistes, a été contraint de tuer les quelques millions de visons qu'il y avait dans les élevages au Danemark. L'argument était que les visons en élevage étaient la source du Covid, de la Covid. Peu de temps après l'abattage de ces millions de visons, on s'est rendu compte qu'il n'en était rien, que la propagande des animalistes n'était que de la propagande et du mensonge. Et d'ailleurs, la ministre de l'Agriculture danoise a démissionné, la première ministre s'est excusée pratiquement en larmes devant le Parlement danois. On écoute Pierre-Philippe Fry. Mais le Danemark a abattu la totalité de son cheptel de visons, c'est-à-dire 17 millions d'animaux, en quelques semaines. Le ministre de l'Agriculture a démissionné, la première ministre s'est excusée en larmes devant la presse, et aujourd'hui on a des parlementaires qui veulent faire la même chose, alors qu'ils veulent accélérer, non seulement ils veulent interdire l'élevage de visons, mais Mme Pompili avait donné 5 ans, eux ils veulent carrément donner 1 an. Et il y a encore des animaux dans les élevages. Donc c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on abatte massivement tous les animaux. Et enfin, Pierre-Philippe Fry nous confirme ce que je disais en introduction de son interview, qu'en effet, pour ces gens-là, dont Loïc Dombreval, la chasse est la prochaine étape, et il se désole que les députés ne soient pas assez mûrs pour s'attaquer à la chasse tout de suite. Nous n'inventons rien,
parce que M. Dombreval l'a encore dit lui-même dans le journal Libération, pas plus tard qu'aujourd'hui, article publié aujourd'hui, mardi, c'est qu'il regrettait que les députés ne soient pas assez mûrs, entre guillemets, pour s'attaquer à la chasse et au monde de l'élevage. Donc c'est très inquiétant. On passe maintenant à notre dossier de la semaine. Dossier de la semaine consacré ce soir à la ruralité et aux attaques qu'elle subit, avec comme invités Odile et Franck de l'association Unis pour la ruralité. Bonsoir à nouveau à vous. Bonsoir. Bon, Odile et Franck, je suis ravi de vous avoir. On se connaît maintenant depuis un certain temps. Franck, j'aimerais d'abord savoir d'où sort Unis pour la ruralité. Parce que en très très peu de temps, vous êtes devenu quelque chose qui compte, parce que maintenant, je crois que vous avez plus de 65 000 adhérents ou suiveurs. Voilà, et cela en très très peu de temps. Mais quelle est l'origine de Unis pour la ruralité, s'il te plaît? Alors, l'origine, en fait, elle vient après avoir créé l'association Iloudev, qui avait déjà pour ambition de ne pas vouloir être une association de défense des éleveurs, mais de représenter une partie un peu plus large de la ruralité en y associant les chasseurs, les pêcheurs, les randonneurs, etc. Et puis, suite à la manifestation qu'on avait organisée à Cré, qui avait été une vraie réussite, manifestation, journée organisée avec la fédération ovine du 26, avec un très bon soutien, une très bonne action de la fédération de chasse du 26, d'une association locale des éleveurs et bergers du Vercors. Les JA ont pris ça aussi en main, la coordination rurale, la FDSEA, la Chambre d'agriculture, et on a réuni 1 millier de personnes à Cré, au siège, ville du siège de l'ASPAS. Ça a été une journée formidable qui a fait couler beaucoup d'encre, qui continue encore à faire débat. Et là, je crois qu'on a dit qu'il fallait passer le pas et qu'il fallait essayer de trouver une plateforme, un groupement, une association qui puisse réunir tous ces corps, toute cette ruralité, tous les représentants de cette ruralité, qui soient citoyens de la ruralité normaux, qui soient randonneurs, qui soient éleveurs, agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, etc., pour préserver nos traditions surtout. Je me rappelle très bien de la manifestation de Cré, Franck, puisqu'on en avait beaucoup parlé avant. Alors, depuis cette manifestation, on a occupé les réseaux sociaux, et c'est ça qui est important. C'est qu'on était absents. Les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs, les éleveurs étaient quasiment absents de ces réseaux qui étaient occupés essentiellement par l'ASPAS et d'autres associations qui leur sont très proches. Et aujourd'hui, grâce à Twitter, grâce à Facebook, on est présent partout, on parle de nous, on donne la réplique, et on rêverait d'un débat avec eux qu'on serait prêt à organiser comme ils le souhaitent, sur les sujets qu'ils souhaitent, en essayant d'être le plus rationnel, le plus raisonnable possible et pas jouer que sur l'émotion. Oui, alors je crois que ce débat, ils ne souhaitent le faire qu'entre eux, puisque à chaque fois que sur certains médias comme France Inter ou des chaînes du service public de la télé, on nous annonce un grand débat sur le réensauvagement, on a un journaliste et puis 3 personnes qui sont toutes favorables au réensauvagement. On n'a jamais de contradicteur. Donc le débat c'est bien, mais quand on reste entre copains, je dirais. Moi, ce qui m'intéresse dans Unis pour la ruralité, et ce qui à mon avis fait son succès, c'est que vous touchez à une variété, à une grande palette de sujets. Alors il y a le loup, il y a la chasse, il y a le réensauvagement. Il n'y a pas que les chasseurs qui sont victimes de bashing, comme on dit aujourd'hui. Les agriculteurs le subissent pratiquement tous les jours, du fait de néo-ruraux qui n'aiment pas le chant du coq ou la poussière en cas de moisson, mais aussi d'Europe Écologie Les Verts, d'associations écologistes qui veulent limiter absolument tous les intrants agricoles. C'est réel, hein, c'est réel, et ça ne m'étonne absolument pas, dans le sens où finalement l'agriculture, le problème de l'agriculture, c'est que c'est un métier qui est réalisé à l'extérieur, à la vue de tout le monde.
Donc tout le monde voit passer un tracteur, il va le voir passer épandre des produits, on ne sait pas ce qu'il y a dans la cuve, mais on va dire. Hein. Voilà, c'est un manque de connaissance, j'ai envie de dire, du grand public, hein, où quelque chose est visible, mais c'est à libre interprétation. Hein. L'exemple le plus typique, c'est que dans l'agriculture, avant, on faisait un apport d'engrais massif en une fois. On avait la moitié qui partait dans les nappes. C'était pas une bonne idée. Aujourd'hui, on va faire des apports raisonnés au moment où la plante en a le plus besoin. Et pour ça, ça veut dire plusieurs passages. Mais le kidam, qui n'y connaît absolument rien, qu'est-ce qu'il voit? Il voit passer le pulvé 3-4 fois. Et donc, il retient qu'on pollue plus, alors qu'on pollue moins. Heureusement, on a un ministre de l'Agriculture qui défend quand même bien ces dossiers-là. Il faut bien le reconnaître. Julien de Normandie est un ministre assez remarquable dans ce domaine-là. Non, il y a une difficulté aujourd'hui qu'on rencontre dans cette démarche, dans ce combat. C'est la difficulté à vraiment réunir sur un plan national l'ensemble des chapelles de la ruralité. C'est vrai qu'en face de nous, on a des gens qui ont des chapelles différentes, que ce soit les ABA, que ce soit l'ASPAS ou d'autres associations. On sait qu'ils ne sont pas d'accord entre eux sur beaucoup de domaines, mais ils arrivent à s'unir pour venir battre, provoquer aujourd'hui ce qui leur paraît néfaste pour le monde en général, c'est la chasse, la pêche, l'élevage, l'agriculture, etc. Là-dessus, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne pourra pas réunir, on ne pourra pas parler d'une seule et unique voix. Ça va être compliqué. Nous, ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, c'est arriver à sensibiliser plutôt les élus locaux, les départements, les régions, ceux qui sont capables peut-être de nous appuyer, et ils le font, beaucoup le font. On aimerait que ça aille un petit peu plus loin. La majorité des élus ne veulent pas se compromettre dans ce combat, parce que je pense qu'il y a des problèmes électoraux, évidemment, sur les communes, sur les municipales, que ce soit les départements ou les régions. Et c'est eux qu'il faut qu'on arrive à convaincre, parce que c'est eux qui arriveront à nous aider à faire bouger quelque chose. Ça, c'est notre grosse réflexion aujourd'hui. Comment on peut arriver à attirer la lumière sur ce qu'on est en train de vivre, sur cette disparition de nos traditions. C'est Willy Schrank qui disait que la ruralité, c'est un état d'esprit. On est tout à fait d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qu'on aimerait à ce que les FNSEA, les coordinations rurales, les fédérations de chasse et de pêche arrivent demain, par leur président, à s'allier. Parce que des associations qui se sont battues contre le loup, il y en a plein qui ont émergé, qui sont montés jusqu'à 1000 adhérents, qui sont arrêtés. Je pense dans les Hautes-Alpes, ça a eu lieu, dans le 04 aussi. Il y en a quelques-unes qui subsistent, qui continuent à se battre avec leurs moyens, qui font un boulot de terrain. Je pense aux éleveurs du Vercors, je pense à l'association L113 de Bruno Lecomte, je pense à d'autres petites associations qui depuis 10 ans se battent d'arrache-pied pour essayer de faire défendre leurs droits. Et il faudrait arriver que tout ça arrive à travailler ensemble pour demain faire en sorte que les élus puissent réagir. Et puis la dernière chose, c'est on a des manifestations qui sont prévues, on ne peut pas en parler là aujourd'hui bien sûr, puisque le Covid ne peut pas nous donner de date de ces événements, mais elles sont ciblées, il y aura des manifestations, des choses qui vont se passer dans des grandes villes en France, pour essayer de faire parler de la ruralité et d'éveiller un petit peu le public citadin, mais surtout aussi pour faire comprendre aux ruraux demain pour qui ils vont voter, parce qu'il faut que les élus locaux s'impliquent, les maires, les conseillers des départements, les conseillers régionaux, il faut qu'ils marquent leur camp, qu'ils nous disent ce qu'ils souhaitent. S'ils veulent le vote d'une écologie radicale, et qu'ils expriment qu'au moins demain, chaque éleveur, chaque agriculteur, chaque chasseur, chaque pêcheur, quand il ira mettre un bulletin dans l'urne, il sait que ceux ou 7 élus du département ou de la région ira voter pour ou contre une écologie radicale. C'est l'enjeu aujourd'hui, sinon on va mourir. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. On n'est pas politisé, on est apolitique. En revanche, on suivra tous les élus de tous bords qui nous défendent, qui défendent la ruralité. Oui, non, mais je crois que maintenant, il faut absolument interpeller nos élus locaux et leur demander de se positionner clairement face à ces enjeux qui sont vraiment d'une importance
extrême pour notre survie et pour la survie d'un mode de vie, d'une civilisation. Parce que la civilisation française n'existerait pas sans sa ruralité, sans ses traditions, sans son enracinement, voilà, c'est son ADN. Donc, Donner une chose importante pour pas refaire les erreurs du passé de toutes ces associations militantes qui sont créées. Je pense qu'il faut aussi l'esprit de Unis pour la ruralité, comme celui d'Iloudev, c'est de ne pas laisser une tête de liste ou un gourou apparent qui pourrait être président de ces associations à vie. Unis pour la ruralité, tous les 3 ans, il faut que le président soit changé et de façon obligatoire, parce que sinon on va s'enferrer dans des problèmes d'ego qui n'en finissent pas. Pareil pour Iloudev, je pense qu'on a le projet de réunir les deux. Bon, Iloudev peut profiter de cet espace national qu'Unis pour la ruralité a. En tout cas, ça c'est quelque chose sur lequel on tient. C'est un esprit qu'on est militant, on n'est pas un parti politique, on ne va pas se présenter aux élections. Et il faut calmer les égos de tout le monde. Demain, moi, si je vais laisser ma place, je l'ai déjà annoncé. Le bureau, on a un bureau hyper compétent avec des jeunes hommes et femmes qui sont prêts à prendre le relais. On a une équipe de modérateurs qui sont tous compétents, assidus, qui travaillent 24 heures sur 24, c'est grâce à tous ces gens-là que les choses que Unis pour la ruralité avancent, fonctionnent. Et parmi eux, demain, il y aura des jeunes capables de porter ce combat plus loin. Il n'est pas question pour vous de présenter des candidats à des élections municipales, cantonales ou départementales, non. Vous n'entrez pas dans ce combat. Je pense qu'on va faire le boulot d'essayer de comprendre ce que chacun, chaque élu potentiel, qu'est-ce qu'il met dans son programme par rapport à ça. Comment il voit demain l'avenir des campagnes. Comment il se positionne par rapport aux prédateurs, par rapport à la chasse, par rapport à l'élevage, par rapport aux agriculteurs, par rapport aux randonneurs, par rapport à tout ça. Est-ce qu'ils veulent faire des grands parcs d'attractions, comme ici sur le parc du Vercors, c'est en train de se préparer. Et alors, je vous assure que quand vous parlez avec des représentants du parc, et surtout des politiques d'Europe Écologie Les Verts, certains, pas tous, mais ils vous disent des choses avec un sang-froid mais c'est même époustouflant ce qu'ils annoncent sans connaissance de ce qu'est la faune sauvage. C'est un truc de dingue, hein. On croit rêver, quoi. Et bien pourtant, ils sont entendus, personne ne réagit. Pourquoi vous rejoindre là? S'il y avait un message à envoyer aux personnes qui nous suivent, pourquoi devenir membre de Unis pour la ruralité? Parce qu'on est déjà nombreux, il faut conforter tout ça, il faut que si demain on s'appelle à des manifestations, il y ait le maximum de gens qui le relaient. On cherche des délégués de région, on en a quelques-uns qu'on répartit, on cherche des bénévoles pour faire des tas de choses, sur certains départements nous représenter, être capable d'organiser des messages, des rencontres publiques. On en a fait 3 ici, on a fait salle pleine. La première a été faite à Villard-de-Lans, la coupole était pleine, on a refusé du monde. C'était une soirée formidable. On l'a refait aussi sur 2 autres communes derrière. Les gens viennent, sont curieux, ont envie de s'intéresser. Et on a envie de dire, venez nous rejoindre. Un grand merci à vous deux d'avoir pris du temps pour venir répondre à nos questions. On continue bien entendu à être en contact, on reste en contact et on ne manquera pas de relayer toutes vos initiatives, parce que je crois qu'il y en a en préparation et certaines assez importantes, j'ai cru comprendre. Mais tu vois, j'ai de bons espions au sein de Unis pour la ruralité. Voilà. Merci à vous deux, passez une très bonne fin de journée et à très bientôt. On passe maintenant à notre dossier équipement. Dossier équipement ce soir consacré à la maison Vernet-Caron avec toi Denis. Oui, nous allons donc vous présenter un petit sujet que je suis allé tourner au sein même de la maison Vernet-Caron. Alors évidemment, nous ne sommes plus dans les 200 ans, puisque c'était dans 2020 qu'il y avait les 200 ans qu'on fêtait, les 200 ans de la maison Vernet-Caron. Mais bon, on a un petit peu de retard et on va faire ça dans la maison Vernet-Caron. Vous voyez le reportage. Guillaume, bonjour. Bonjour, ravi d'être ici, au sein de la maison Vernet-Caron, maison qui a fêté ses 200 ans l'année dernière, en 2020. Une belle histoire de famille, une belle histoire industrielle, de belles armes. Je trouve que c'est toujours assez émouvant d'être
ici, au cœur d'une maison qui a 200 ans et qui est toujours dirigée par la famille Vernet-Caron. Vernet-Caron, en quelques mots, comment pourriez-vous le définir? Si je veux définir Vernet-Caron en 2 mots, j'utilise généralement les termes entre tradition et innovation. Et je trouve que ça résume bien ce qu'est Vernet-Caron. Ce qui a fait la grandeur de la maison, au final, c'est effectivement cette capacité qu'on a eue tout au long de notre histoire à inventer, à se réinventer. L'histoire de Vernet-Caron est jalonnée de plusieurs dépôts de brevets qui ont été déposés par les arrière-grands-pères, grands-pères, arrière-grands-pères, etc. pour en arriver aujourd'hui à la 6e génération qui pilote l'entreprise. Et puis pourquoi tradition? Parce qu'on garde toujours quelque part au fond de nous ces racines qui sont fortement rattachées à la nature, à la chasse, à toutes ces traditions aujourd'hui qui sont importantes et qu'on essaye de faire perdurer. Alors qu'on essaie de faire perdurer puis qu'on essaie de faire ressentir à travers nos créations armurières. Mais on garde aussi certaines traditions au sein même de l'entreprise dans ces différents processus aussi. Combien d'armes la maison Vernet-Caron produit-elle? La maison Vernet-Caron, elle produit environ 10 000 armes par an. 10 000 armes par an, alors c'est 10 000 armes tout confondu, puisque Vernet-Caron aujourd'hui ce n'est pas uniquement des armes de chasse, mais c'est aussi des armes dédiées au monde de la sécurité et de la défense. Donc tout confondu, on est sur une dizaine de milliers d'armes. D'accord. Sur un seul site de production, ici à Saint-Étienne? Un seul et monosite de production à Saint-Étienne. Qui est ici au 54 boulevard Thiers, qui est le dernier remplacement en fait de Vernet-Caron. Pour le coup, on a intégré ces bâtiments à la fin des années 50, sachant qu'au cours de notre histoire sur Saint-Étienne, on a dû déménager à peu près 4-5 fois. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Vernet-Caron, c'est 10 000 armes produites par an, et puis il y a au sein de Vernet-Caron l'atelier Vernet-Caron. Alors là, on n'est pas dans les mêmes chiffres. On est sur de la production de très très haut de gamme, j'imagine en petit nombre, compte tenu de la qualité de ces armes issues de l'atelier Vernet-Caron. Qu'est-ce que l'atelier Vernet-Caron exactement? Alors pour le coup, l'atelier Vernet-Caron, que nous appelons désormais Vernet-Caron Collection, eh bien c'est une petite capsule. En fait, à l'intérieur de Vernet-Caron, c'est un monde à part qui fait appel aux mêmes techniques armurières, je dirais, plus des techniques armurières ancestrales qu'on essaye de continuer à faire vivre, qu'on s'efforce de continuer à faire vivre. Et au sein de Vernet-Caron Collection, on a une capacité de production de 60-80 armes par an, qui sont des armes faites sur mesure, qui sont commandées spécifiquement par des clients qui viennent du monde entier. Il n'y a pas un catalogue Vernet-Caron Collection? En fait, il n'y a pas vraiment de catalogue, il y a des exemples de création, on va dire, qui datent de ces 15 dernières années, pour montrer tout ce dont on est capable de faire. Bien sûr. Alors, Vernet-Caron Collection, c'est comme ça qu'on dit maintenant? Tout à fait. D'accord, je n'étais pas au bout du jour. Donc, une 60aine d'armes par an, plutôt uniquement de l'arme de chasse, bien entendu, et plutôt de la carabine, ou y a-t-il des fusils aussi? Alors en fait, on est sur un mix, pour le coup, on doit être sur un mix 60% de carabine, 40% d'armes lisses. D'accord. On a acquis aujourd'hui une certaine notoriété, notamment dans le domaine du calibre africain. On a des marchés intéressants qui sont notamment le marché américain, le marché australien, l'Afrique du Sud, etc. Là, pour le coup, on a pris quelques parts de marché. Sur le double express, juxtaposé, donc très tradit on va dire, mais qu'on est capable de proposer dans des calibres qui vont, on va dire, du 9.374 jusqu'à du 700 nitro express. Donc la palette est assez énorme. Et puis 700 nitro express, il faut s'entraîner avant, à mon avis. On ne tire pas tous les jours. Voilà. Et puis à côté de ça, oui, c'est une gamme qui est complétée notamment de carabines Avero qu'on fait sur des bases de Moser M98. On a des monocanons, on a aujourd'hui toute une gamme de petits express juxtaposés, superposés. Et puis une gamme de fusils lisses qu'on est capable d'extrapoler aussi avec certaines dernières nouvelles créations. Alors, on a sorti pour le coup un nouveau modèle en 2020 qui était un petit calibre 28 qui est juste derrière nous. Justement, j'allais dire, la dernière fois que je suis passé ici, j'ai vu un calibre 28 d'une élégance folle. Vraiment. Il est là, je crois. Il est là. Il est là.
Il est là, voilà, je le vois. Il est là. Il est superbe et d'une élégance absolument folle. C'est remarquable. Ça. À propos de carabine à verrou, je ne sais pas si vous savez, Guillaume, mais très prochainement, nous allons faire un tournage, jour de chasse, en Provence, dans un endroit fabuleux, les Gorges de la Nasque, avec un guide de chasse qui s'appelle Stéphane Roulet et une chasseuse ô combien célèbre, Johanna Clermont. Et vous avez très gentiment accepté de nous mettre une arme superbe à disposition pour cette journée, ce tournage jour de chasse. C'est cette superbe 7RM qu'on voit ici, avec un bois fabuleux, des gravures profondes, c'est remarquable. Voilà, pour le coup, on est effectivement sur une carabine qu'on appelle carabine vintage chez nous, donc qui est faite sur une Mauser M98, pour le coup avec une gravure très très profonde, avec une carabine qui est gravée de part et d'autre, aussi bien sous le pondé que sur le chargeur. Et puis, avec un petit truc en plus, on a une plaque justement qui est gainée peau d'éléphant. Je vois ici. Un petit peu de gravure dorée, et puis une belle lunette Leica pour le coup montée comme ça, vous aurez tout loisir de montrer tout ce dont vous êtes capable sur le terrain. Ah ben on verra surtout l'arme en action, ça va être un bon moment. Nous ferons un petit focus beaucoup plus précis et un petit peu plus long sur l'arme, sur le terrain, après le tir. Nous recueillerons les confidences et les impressions de Johanna Clermont après le tir, s'il y a tir, mais nous l'espérons. Voilà. Voilà. Guillaume, un grand merci de nous avoir accordé un petit moment, un grand merci de nous permettre de découvrir cette superbe 7RM et puis longue vie à la maison Vernay-Caron. 200 ans de plus. Que souhaiter si ce n'est 200 autres années. Tout à fait. Voilà. Un grand merci Guillaume. Merci à vous. À bientôt. Cette émission touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. On remercie encore nos invités Franck et Odile et toutes les personnes qui ont été interviewées ce soir. Merci à toi Patrick, merci à toi Denis. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et sur notre site d'actualité chasse. Mettez des j'aime ou des commentaires. On se retrouve dimanche prochain 20h. Et en attendant, n'oubliez pas, en 2021, n'ayons pas peur de dire « J'aime la chasse ». Excellente soirée.